jour 3 sur la variante du scellé. Alors une bonne nuit, vraiment une très très bonne nuit. Là j'ai trouvé mon truc pour m'emmailloter. Pourtant c'était pas gagné parce que ma polaire était trempée, mais j'ai quand même décidé de la mettre. Mais voilà, bonne nuit, j'avais très bien monté la tente, j'avais vraiment fait attention à gagner le maximum d'espace à l'intérieur. Je suis tombé sur un petit coin abrité, j'ai quasiment pas eu de vent. Il y a eu de la pluie dans la nuit, mais quasiment pas. Enfin, j'entendais le vent, mais je le ressentais pas, donc j'étais bien abrité, c'était cool. Par contre, au réveil, super hard, parce que tout est trempé à l'intérieur de la tente avec la condensation. Et il a fallu remettre toutes les affaires trempées. Et là, je viens juste de finir de tout ranger dans le sac. Je me suis dépêché parce qu'il ne pleut pas trop. Il y a une toute petite pluie fine, mais c'est vraiment rien. J'avais l'impression qu'il pleuvait pas à un moment, et en fait si, mais c'est juste une pluie fine. Et je me dépêche, voilà, d'y aller. Et surtout, j'ai les mains gelées, donc je veux vraiment vite marcher pour me réchauffer. C'est parti pour la journée. Salut tout le monde. Je vais pas marcher comme d'habitude, sinon vous allez avoir le mal de mer. Je recommence à filmer parce qu'il commence à faire jour. J'ai déjà marché 4 km là à peu près. Donc comme je vous disais dans l'introduction, bonne nuit, vraiment bonne nuit. J'étais emmailloté dans mon sarcophage là, j'ai pas eu froid, j'ai eu peur parce que je me suis couché avec ma polaire qui était trempée. En fait hier il y a dû y avoir je sais pas, il s'est passé, alors il y a deux solutions, soit j'avais mal mis ma veste de pluie et j'ai eu de l'eau qui est rentrée, mais en plein effort j'ai chaud, je le sens pas forcément. Donc soit c'est ça, soit je déjeune, soit j'ai eu une montée après Bousier qui était faramineuse, et là j'ai vraiment j'ai trempé de l'intérieur quoi. Mais à ce point là je pense vraiment que c'est une fuite d'eau plutôt. Donc bonne nuit, mais par contre réveil, mais c'était super hard parce que alors déjà je dormais bien quand le réveil a sonné, parce que j'ai quand même mis le réveil, je suis à la bourre aujourd'hui. Réveil super hard. Alors heureusement il pleuvait pas, et là vous voyez il pleut pas aujourd'hui pour l'instant, donc ça c'est un bonheur. Mais je sais pas comment j'aurais fait s'il pleuvait, parce que déjà toutes mes affaires sont trempées. Alors quand je dis toutes mes affaires, c'est donc j'ai un pantalon et un surpantalon. Le pantalon était trempé, encore une fois c'est par rapport à la polaire. Voilà, la polaire était trempée, mon t-shirt Mérinos était trempé, le pantalon était trempé. Je m'en suis aperçu ce matin seulement pour le pantalon. Alors, il a peut-être pris aussi un peu pendant la nuit, parce qu'il y avait de la condensation comme c'est pas possible. C'est pas compliqué de toute façon. Quand je rentre dans la tente, j'enlève mes chaussures. Mes chaussettes qui sont trempées, elles fument. Donc ouais, voilà. J'ai un petit thermomètre, hygromètre, que j'ai acheté exprès chez AliExpress à 5 € je crois. Il fonctionne plus. Alors déjà il m'a indiqué taux d'hygrométrie 80% hier. Aujourd'hui c'était 99, enfin avant-hier 80, hier 99. Et voilà, donc il commençait un petit peu à dérailler. Et là il fonctionne plus du tout. Je vous ai changé la vue parce que c'est un peu plus sympa de voir le chemin plutôt que moi qui est en train de manger mon Capri Sun. Alors je ne suis pas sponsorisé par Capri Sun. Si Capri Sun veut m'envoyer des tonnes de boissons, ça ne me gêne pas. Non, je bois un Capri Sun en fait parce que je viens de plus être en autonomie complète, puisque je viens de dépenser 1 € dans un... C'est un petit... je vous mettrai la photo. C'est sur le chemin, je m'y attendais pas, je suis tombé là-dessus. Il y avait plein de boissons à 1,50 €. Voilà, je me suis dit, allez, t'as pas déjeuné ce matin, je suis parti en trombe. Donc, c'est à gauche. Et donc, voilà, comme ça je prends mon petit déjeuner, il me restait un petit cookie, je me fais ça. Donc je vous disais, habit trempé, donc là c'était vraiment une demi-heure, vraiment pénible, parce que... j'ai mis mon pantalon qui était trempé, j'avais plein d'affaires trempées, je les ai mis. Heureusement, donc il pleuvait quasiment pas, c'était une pluie très très fine. Beaucoup de brouillard, beaucoup de brouillard, il faisait très froid. Donc j'ai quand même pu replier la tente sans trop de soucis. Par contre j'avais super froid, j'avais très froid aux mains.
J'ai commencé à marcher, j'ai commencé à me réchauffer au bout d'une demi-heure. Alors là je tombe dans l'excès inverse, c'est-à-dire que le jour s'est levé, il fait un peu moins froid. Je commence à être bien chaud parce qu'il y a des montées et des descentes, c'est vraiment pas du tout plat. Et surtout ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé entre guillemets mon pyjama, c'est-à-dire que le bas je l'ai changé. Par contre pour le haut, j'ai gardé mon t-shirt manche longue mérinos avec lequel je dormais. Et j'ai gardé ma polaire que j'avais et j'ai gardé la doudoune avec laquelle je dors. En me disant oh là j'ai pas envie de la ranger. Voilà, donc c'est là il va falloir que je m'arrête, j'arrive bientôt à Pasturel. Je vais me changer, je vais m'habiller un peu plus light. En plus s'il pleut pas, bon, là je peux être un peu plus cool. Et voilà pour les péripéties du petit matin. Donc Pasturel d'ici 2 km je pense. Ensuite il y aura Vert sur 8 km. Et puis je commence à me rapprocher tranquillement de Cahors, c'est cool. Arrivé sur la commune de Vert, qui doit être une jolie commune, si ce n'est le temps. Il pleut toujours, c'est toujours un peu la catastrophe, hein. C'est toujours... voilà, il pleut. J'ai réussi à trouver un petit abri au niveau de la salle de fitness qui est fermée apparemment, donc je dérange personne. Et là, je me suis installé comme un clochard pour prendre mon petit déj. Il est 10h, j'ai toujours pas pris de petit déj, donc là ça va me faire du bien, un petit peu de chaud avec un petit café. Et ensuite je vais repartir. Normalement il doit me rester 3 à 4 heures de marche pour arriver jusqu'à Cahors. 3 à 4 heures. Je pense qu'il va pleuvoir tout le temps comme ça. Ce matin il y a une toute petite éclaircie, mais voilà, c'est un peu la cata, mais c'est ce que j'étais venu chercher. Donc voilà, encore 3-4 heures et normalement arrivé à Cahors. Petite vidéo éclair parce qu'il y a une petite accalmie, ça recommence déjà à retomber. Je suis perdu, j'arrive à être perdu en France, c'est balèze. Plus sérieusement, en fait, j'étais à Vert, il était 10h, j'ai pris mon petit déj. Et puis je suis reparti tranquillement, je suivais le GR, les indications du GR, et quand je sors de Vert, qu'est-ce que je vois? Je vois un panneau et je me dis ah c'est cool, je vais enfin avoir mon indication pour Cahors, le nombre de kilomètres, parce que je sais pas exactement à combien est-ce qu'on est de Cahors. Et je m'attendais entre 12, 15, voire 20 maxi. Et qu'est-ce que je vois? Je vois Grasse et je vois un autre nom. Je dis mince, pourtant je pensais que de Vert à Cahors, j'avais plus de village. D'où l'intérêt de repérer un petit peu les villages et les petites distances qu'on va croiser, quoi. Et d'un coup au-dessus je vois GR46, je dis mais non, moi c'est le GR36 que je prends à partir de Bouziers, je comprenais pas. Et en fait non, c'était un autre GR, donc j'ai regardé sur mon tel, heureusement que j'avais ça, qui m'emmenait droit au nord. Donc c'était pas du tout la bonne direction, j'ai vraiment eu du bol. Et j'ai demandé à 2 personnes du cru, ils savent pas du tout, ils savent plus ou moins m'indiquer la direction vers Cahors, mais ils savent pas du tout par où c'était. Donc bon, il y avait une voie qui longeait la voie rapide, enfin la voie rapide, la départementale, qui longe vraiment le Lot. Et il y a une petite voie plus sinueuse qui m'était conseillée par mon téléphone. Et je me suis dit bon allez, je vais prendre ça. Alors ça monte un petit peu au départ, on traverse un magnifique village de vacances avec plein d'infrastructures, enfin ça a l'air vraiment joli. Bon, il n'y a pas un chat parce que entre le temps et le Covid, à mon avis ça va être chaud. Il y a plein d'animaux, alors il y a des animaux en liberté, il y a des pans, j'ai même vu un pan albinos, c'est super joli. Voilà, et puis là je vais vous montrer le chemin. Il n'est pas dégueu quoi ce chemin, ça fait 2 km que j'ai ça à peu près. Donc je suis sorti de la route goudronnée, j'ai ça. Là je peux enfin filmer, donc j'en profite. Et ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. D'après mon GPS, je devrais être à peu près à 3 heures de marche de Cahors. Alors j'ai le secret espoir de retomber un moment sur le GR36, s'il existe, parce que je suis dans la bonne direction, je suis un chemin de forêt, donc ce serait un peu logique que je retombe dessus. Et voilà, et là je suis hyper mitigé entre me dire, ben non en fait mon gars, à partir de Vert, le GR36 n'existe plus, ou il part autre part, je sais pas, ou je l'ai loupé, j'ai pas dû faire gaffe. Après avec la pluie qui tombait, tout ça...
Là je commence à avoir mal à la nuque parce que ça fait 3 jours que je marche la tête baissée pour pas choper les gouttelettes d'eau. Donc voilà, c'est un peu chaud et bon, je me dis que je l'ai peut-être paumé. Après franchement, vu les paysages que je traverse et vu les petits sentiers sympas que j'ai, voilà, c'est vraiment pas la fin du monde. J'espère juste ne pas trop m'éloigner de Cahors et pas faire une boucle trop grande parce que je veux être le plus tôt possible à la gare pour pouvoir prendre échanger mon billet de train et prendre un train, je crois que c'est vers 17h. Bon là je suis dans les temps, il est 11h, donc comme je suis un stressé de première, j'aime bien être toujours largement dans les temps et en avance. Voilà, donc je continue mon petit périple. Je voulais juste vous dire que je suis un éhonté tricheur parce que je suis pas le GR. Mais bon, comme je dis souvent, l'important c'est de marcher. Déjà que je suis pas sur le vrai Saint-Jacques-de-Compostelle, on en reparlera parce que le Célé c'est tout sauf Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, je m'en fous, moi tout ce que je veux c'est marcher, c'est arriver à mon but. En plus je traverse des chouettes petites routes, des beaux sentiers, regardez ça, c'est magnifique. C'est vraiment super sympa. En plus pour l'instant il pleuvine très légèrement, donc ça c'est cool. C'est rien du tout par rapport à ce que j'ai vécu notamment hier où c'était le déluge, mais je vous assure j'ai dû marcher 2 heures, pendant 2 heures, mais ça pleuvait, il y avait des torrents des beaux petits ruisseaux sur le sol, sur la route qui coulaient. Enfin c'était waouh, impressionnant. Les voitures elles faisaient du 2 avec leurs essuie-glaces et leurs phares allumés alors qu'il était je sais pas, il devait être entre 16h et 18h, un truc comme ça, parce que je me suis arrivé vers 18h30, 19h, arrêté. Donc ouais, là c'est vraiment un truc très sympa et je regrette pas d'avoir pris ce chemin de traverse. Qui sait, je vais peut-être créer un nouveau GR, le PR 65.1 bis. Voilà. On se retrouve, j'espère, dans 2h30, 3h à Cahors, sauf si je vois un truc sympa à vous montrer ou si j'ai un truc super important à dire comme d'habitude. On va revenir vers vous, puisque à peine 500 mètres après vous avoir quitté, regardez, comme quoi je suis sur la bonne route parce que je longe le Lot. Donc on a la voie la départementale juste en dessous, je ne sais pas si vous la voyez entre les arbres. Voilà. Et le Lot. Et en plus il coule dans ce sens-là, donc c'est bon puisqu'il coule vers Cahors, de là où je suis. Donc ouais, c'est vraiment un chouette petit chemin. Je ne sais pas si c'est une variante de la variante du Célé, de la variante du 34, mais vraiment très sympa ce chemin. Regardez ça. Même en été, ça doit être top de chez top, parce que c'est bien arboré. Et voilà, on passe le long du Lot. Tout le chemin, le Célé, c'est vraiment très sympa parce qu'il y a quand même pas mal d'arbres et il y a énormément d'eau, quoi. Il y a entre les sources qu'on voit et le Célé ou le Lot qu'on longe, c'est vraiment agréable. Le seul souci, la seule particularité, c'est ça, quoi. C'est que systématiquement vous longez pas vraiment le Célé ou le Lot, c'est-à-dire que vous passez d'un côté d'une falaise, je sais pas si on dit une falaise quand c'est si bas. Enfin, je sais pas, il y a peut-être. J'aimerais bien avoir mes D+ et mes D- parce qu'à des moments je dois bien monter 200, 300, 400 mètres de dénivelé. Et puis vous repassez de l'autre côté. Alors si vous suivez la départementale, vous contournez, mais c'est forcément pas sympa. Alors que quand vous prenez ces petits chemins qui sont assez agréables, sauf quand il pleut parce que c'est hyper glissant, il faut vraiment avoir des bâtons. Sinon c'est vous montez, vous avez un petit peu de mal pendant, je sais pas, vous devez monter sur 1, 2, 3 km. Donc c'est 45 minutes de petites souffrances, un petit plateau et ensuite ça redescend. Et puis là c'est pas de la souffrance, sauf pour les genoux. Mais il faut surtout faire très attention de ne pas glisser parce que c'est vraiment de la rocaille et de la pierre très glissante. Regardez ça, si c'est pas magnifique, c'est trop top, quoi. C'est vraiment superbe. Alors là vous avez la vallée du Lot. Voilà. Donc vous voyez, c'est bien encaissé, hein. C'est bien encaissé, c'est pas haut non plus, on n'est pas en montagne, hein. Faut pas rêver, mais c'est bien encaissé, c'est très sympa. Et voilà, et de l'autre côté on a. Alors pour les bivouacs, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Parce que forcément pour les bivouacs, vous voyez,
Sur les bas-côtés, c'est moins évident. Dès qu'on arrive un peu plus au niveau de la vallée, donc le long du Célé ou du Lot, il y a quelques champs, donc là on peut s'y mettre. C'est pas l'Aubrac, c'est pas toujours barricadé, protégé, grillagé, barbelé. Donc il y a quand même de quoi s'y mettre, mais bon, c'est pas si évident que ça quand on a, quand on a de la rocaille et qu'on a des tout petits chemins. C'est un peu plus compliqué, mais ça reste faisable, puisque j'ai pas vraiment eu de mal à trouver mes lieux de bivouac pendant les 2 jours. Là, j'en ai vu vraiment plein, j'aurais pu m'arrêter souvent avant. Donc, allez, cette fois je vous laisse, parce qu'il faut vraiment que je marche. Et quand je filme, je marche à du 2 pour pas trop trembler. Alors, super mauvais plan. En fait, le chemin s'arrête. S'arrête. Et ensuite, on chauffe de la départementale. Donc, bon, j'espère qu'il existe un GR. Je ne l'ai pas trouvé, j'étais un peu con. Après, je vous avoue que sous la pluie, j'étais pressé, mais bon. Donc, départementale, il y en a pour 10 bornes. Donc, ça va, hein, c'est pas la fin du monde. Surtout que 10 bornes sur le goudron, ça se fait quand même assez vite. Donc, en moins de 2 heures, je suis là. On traverse des beaux petits villages. Là, on est à la Magdeleine avec son vignoble. Je vois parler du vignoble partout, j'arrive pas à le voir. Pourtant, il y a même des dégustations. Et là-bas, derrière les arbres, ça doit être le Rhône. Le Rhône, le Lot. Ouh, hypoglycémie, Pierre. Le Lot. Donc, ouais, on longe pas mal le Lot. C'est assez sympa. Après, vous voyez, je filme, il n'y a pas de voiture. Enfin, il y en a quoi? Il y en a une toutes les 3-4 minutes. Donc, c'est franchement pas la fin du monde. Donc, voilà, c'est pas catastrophique. J'ai pas pris le bon chemin. Je suis à Cahors dans 1h30 normalement. Donc bon, c'est pas à refaire. Je pense que je referai le Célé en été. Et j'essaierai de faire attention et de pas me planter. Et voilà, fin du périple. Je suis arrivé à Cahors. Et ben, je suis super content d'avoir fini cette randonnée de 3 jours sur la Variante du Célé. Vraiment une super expérience. Donc super expérience, très très difficile. Non, très difficile. Parce que c'est pas la fin du monde non plus. Souvent quand j'avais du mal, je pensais un peu aux pèlerins qui devaient faire ce parcours sans avoir un équipement spécifique, sans avoir des chemins qui sont tracés, sans avoir de GPS, de boussole, de panneaux indicateurs. Et je me disais, Pierre, t'es vraiment qu'une lopette. Tu trouves ça difficile, imagine les autres. Bon, eux, une fois sur 2, ils mourraient, mais quand même. Voilà, donc une rando difficile. J'ai eu du mal à certains moments. C'est vrai qu'être trempé H24 pendant 3 jours, c'est pas évident. Là, j'ai eu beaucoup de chance parce que il pleut pas depuis 10 heures. Donc ça a été trop cool. Je le referai sans hésiter parce que c'est vraiment plein d'enseignements. C'est vraiment génial. J'ai appris plein de choses sur ma façon de randonner, sur mon équipement, sur les choses qu'il me fallait, sur les choses que j'ai oubliées, sur les choses adaptées. Donc vraiment super randonnée difficile, mais avec énormément de choses apprises, d'enseignements. C'est vraiment génial. Voilà, on se retrouve au studio où certainement je ferai un petit débriefing sur la Variante du Célé, sur ce que j'ai ressenti, et puis pourquoi pas sur mes améliorations, sur les choses que je pense changer. À très bientôt. Et bien voilà, la randonnée s'achève, une belle randonnée de 3 jours sur la Variante du Célé. Je voulais vous faire un petit topo par rapport à ce que j'ai pu dire, parce que comme d'habitude, ce que je dis en live est pas toujours super construit, et surtout ça relate énormément mon humeur du moment par rapport aux conditions climatiques, à la météo et la difficulté du terrain. Donc je voulais juste faire un petit condensé de ce que j'avais pu vivre pendant 3 jours. La première chose, parler de la Variante du Célé en elle-même. Alors, voilà, la première chose, je pense que vous en êtes rendu compte, même si les conditions climatiques étaient vraiment pas au top, c'est vraiment une variante qui est vraiment superbe. Vous allez voir des choses magnifiques. Alors, je dis pas que si vous faites le GR65 entre Le Puy-en-Velay jusque
voilà, jusque Figeac, jusque Conques. Vous n'allez pas voir des choses belles, c'est vraiment très très beau, mais là c'est vraiment un peu particulier. Je dirais même que pour les personnes qui n'ont pas forcément 6 ou 7 jours à consacrer au Puy-en-Velay jusque Conques, mais juste 3 4 jours, ça peut être vraiment très sympa de faire le JR 651 parce qu'on voit vraiment de très belles choses. C'est vraiment des choses très très différentes. On est dans un aspect beaucoup plus rustique. On a moins d'infrastructures, on a bien sûr moins de villes, donc vous avez moins de choses pour le ravitaillement. On ne croise pas des très très grands villages, des très grandes villes. C'est vraiment plutôt des petits bourgs avec des commerces qui ne sont pas toujours ouverts ou qui sont ouverts vraiment à certaines heures. Donc c'est peut-être un peu moins évident. C'est plus rustique parce que il y a moins d'infrastructures, mais aussi c'est plus sportif. Alors, quand on dit plus sportif, bien entendu, oui, c'est beaucoup plus sportif que le GR65, qui est relativement plat, même s'il y a des moments, il y a des petites côtes qui font un peu mal. Là, si, je ne sais pas si je me suis bien exprimé pendant les vidéos, mais si vous avez compris, en fait, on suit plus ou moins le scellé qui passe à travers les Cosses du Quercy. Et nous, au lieu de suivre vraiment le scellé, ce qu'on fait, c'est qu'on monte au niveau des Cosses du Quercy. Et puis on redescend, on retrouve le scellé, on marche un petit peu le long du scellé et on remonte et on redescend à chaque fois. Donc en fait, on s'amuse vraiment à faire ça. Donc oui, en effet, on a un petit peu plus de dénivelé plus, de D+, et de D-, mais ça reste quand même vraiment abordable. Je pense que le plus simple, si vous avez une condition physique qui est un peu plus difficile, un peu plus faible, le mieux c'est de simplement réduire les temps de trajet. Et moi j'ai marché sur du 30 km à peu près par jour. Vous pouvez très bien faire du 15 km et avoir un effort physique un peu moins important. Voilà, c'est tout à fait faisable. Alors les deux autres choses qui sont importantes à voir, c'est que comme vous avez moins d'infrastructures, vous avez moins de points d'eau. Donc ça, c'est quand même très important. On y reviendra peut-être dans d'autres vidéos parce que je voulais consacrer un petit peu des vidéos à la possibilité de prendre de l'eau dans des sources, dans des rivières, des choses comme ça, et donc de les filtrer soit par un moyen chimique, soit par un moyen physique. Donc si ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire, comme ça je sais un petit peu orienter mes vidéos. J'ai au moins une vingtaine d'idées de vidéos, mais je ne sais jamais quand les placer. Donc en fonction de vos retours, voilà, vous me dites si ça vous intéresse, je pourrais vous faire quelques vidéos là-dessus. Donc voilà, il y a moins de sources d'eau. Comme on croise moins de villages, il y a moins d'eau commune qu'on peut avoir. Et la deuxième chose, c'est que c'est beaucoup moins fréquenté. Alors moi, forcément, j'ai voyagé en octobre sous la pluie. Donc j'ai croisé en tout et pour tout, j'ai croisé 5 personnes, dont un groupe de 3 personnes. Mais sinon, j'ai croisé que 5 personnes. Donc, il y avait le groupe de 3 personnes et j'ai croisé 2 villageois. Donc, vous voyez, c'est quand même très réduit. On sent cette diminution du nombre de pèlerins. Déjà, quand vous faites le Puy-Conques, à partir de Conques, quand vous allez vers Figeac-Cahors, déjà, vous voyez beaucoup moins de personnes. Ça, c'est vraiment flagrant. Mais là, avec cette variante, c'est vraiment très faible. Donc, ça peut un petit peu vous stresser ou vous embêter, ou au contraire, ça peut vous ravir. Moi, j'avoue que être vraiment paumé en pleine nature, ne voir personne et être vraiment tranquille sur le chemin, c'est une chose que j'adore. Dans la vie de tous les jours, je vois plein de gens, je rencontre plein de personnes différentes, je discute avec plein de personnes. Beaucoup de personnes m'ont dit ah, c'est dommage que tu fasses du bivouac, tu vas pas en gîte, tu peux pas profiter justement de la discussion, de l'échange, du partage. Pour moi, la randonnée, c'est le bivouac, c'est la solitude, et c'est ce que je viens chercher. Donc si vous aussi, vous aimez être un petit peu tranquille et pouvoir voyager seul dans la nature, voilà, c'est vraiment quelque chose de super sympa. Alors, au niveau de ma randonnée en elle-même à présent, c'est-à-dire mon ressenti, moi j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'était très difficile, je le savais avant de partir, mais j'ai vraiment découvert plein de choses. J'ai appris énormément de choses en voyageant sous la pluie, avec le vent, dans des conditions qui n'étaient pas évidentes, sur un chemin un peu plus rustique. Donc c'est vraiment des choses que je vous conseille parce qu'on essaie toujours de partir lorsqu'il fait le plus beau pour avoir le plus de plaisir et voir le plus de paysages intéressants. Moi, je fais aussi de la rando pour apprendre sur moi-même et pour m'adapter. Et là, c'était vraiment très intéressant. Je pense que dans les prochaines vidéos, je vais pouvoir justement communiquer un petit peu l'apprentissage que j'ai eu
par rapport à cette randonnée et toutes les leçons que j'ai pu apprendre. Donc ça, c'était vraiment génial. Après, je dirais que c'était aussi très satisfaisant au niveau de mon matériel parce qu'il y a des choses qui ont été confortées. Donc par exemple la veste de pluie que j'avais utilisée sur le GR65 euh, pendant très peu de temps. Je crois que j'ai eu une ou deux averses sur les 10 jours du GR65. J'en étais content, mais je ne savais pas si avec une averse qui durerait plus que 2 heures, est-ce qu'elle était vraiment pertinente ou pas. Et d'ailleurs, je me disais, est-ce que c'est pas une veste de pluie qui est un peu trop puissante, trop technique pour juste 2 heures de pluie? Est-ce que juste un petit coup de vent me suffirait pas et serait plus léger? Là, je me suis rendu compte que quand il y avait des bonnes grosses averses, la veste de pluie était vraiment géniale. Je suis aussi super content de mon surpantalon de pluie que je venais juste d'acheter avant. Donc je ne savais pas du tout s'il allait être performant. Et ça encore, voilà, c'est vraiment super. Encore une fois, en commentaire, dites-moi si vous voulez des revues sur différents accessoires, donc sur la veste de pluie, sur le pantalon de pluie, sur différentes choses que vous avez pu voir dans mes vidéos ou sur des questions que vous auriez par rapport à l'équipement de pluie. Donc je serais vraiment content de vous faire des petites revues là-dessus parce que c'est vraiment du matériel que j'ai été content d'avoir. Au niveau de mon tarp, alors le tarp il est vraiment génial parce qu'il est super léger, il va très très vite à mettre en œuvre. Par contre, le gros souci du tarp, c'est qu'on n'a pas de sol. Moi j'avais utilisé une bâche en tant que tapis de sol. Ça m'a énormément servi, mais je me suis vraiment rendu compte que quand vous partez sur un terrain qui est très très humide, où il y a vraiment énormément d'humidité, bien entendu la condensation à l'intérieur de la tente est problématique le matin, mais quand vous dormez sur un terrain qui est détrempé, il y a l'humidité qui remonte du sol et c'est incroyable. Donc le tarp avec dormir à même le sol en voyant de l'herbe, tout ça, c'est pas top. Moi j'avais mis une bâche au sol pour déjà limiter ça, mais ça a vraiment pas suffi. Donc je pense que si je devais partir dans des conditions un peu plus extrêmes, après extrême on s'entend, hein, il y a des gens qui font des bivouacs dans la neige ou qui vont vraiment dans des situations vraiment incroyables. Mais en tout cas, dans des conditions un peu plus particulières, je pense que je prendrais plutôt un tarp ou en tout cas une tente avec une baignoire, avec un vrai tapis de sol pour vraiment un peu plus protéger. Donc ça, c'est un des bons enseignements. Je l'adore toujours. Je pense que je repartirai avec si je devais partir en plein été où il fait vraiment bon, il fait vraiment chaud. Mais parce que c'est la légèreté qui est géniale et le fait comment dire, qui se monte très facilement. Encore une fois, si ça vous intéresse, je peux vous faire une petite revue sur ce tarp qui est génial. Et en plus, il m'a coûté, je crois que c'est 80 euros. Donc voilà, c'est du tout en un. Donc ça, c'est vraiment top. N'hésitez pas, voilà, si jamais vous voulez que je fasse d'autres revues là-dessus. Et la dernière chose sur laquelle je voulais revenir, ça c'est aussi une revue que je voulais vous faire. Je me tâtais un petit peu. C'est manque de bol, après on n'est pas en compétition, mais j'ai vu que Grandeur Nature venait juste de faire une super vidéo là-dessus sur les bâtons de marche, l'intérêt des bâtons de marche. Moi, les bâtons de marche m'ont énormément servi durant cette variante du scellé, parce que le terrain est super glissant. Quand il pleut, quand vous avez des petits cailloux, c'est vraiment super glissant. 3-4 fois, j'ai failli tomber. Et le bâton de marche a une dizaine d'utilités. Pour préparer la vidéo sur les bâtons de marche, je prépare toujours mes textes et j'ai déjà compté une dizaine de cas qui font que le bâton de marche est pratique. Mais là, ce qui m'a vraiment servi, en plus du fait de m'aider pour les montées ou de m'aider pour les descentes au niveau du genou, je me suis rendu compte qu'en terrain glissant, les bâtons de marche sont vraiment super utiles. Si vous voulez avoir déjà une première approche en tout cas un premier son de cloche, allez voir la vidéo que Grandeur Nature vient juste de sortir. Là, on est en février, 14 février. Donc voilà, il l'a sorti hier ou avant-hier. Une très très bonne vidéo. Si jamais vous voulez avoir mon point de vue sur les bâtons de marche, si vous voulez avoir un complément, je sortirai certainement bientôt une revue là-dessus. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà préparé mon texte, j'ai déjà préparé pas mal de choses. La seule chose que je ne sais pas, c'est l'ordre de sortie. Donc j'attends vraiment vos retours par rapport à mon expérience sur la variante du scellé, par rapport à ces 3 jours. C'est vous qui faites un petit peu la chaîne, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous me dites, en fonction
fonction des questions que vous pouvez poser, en fonction de l'interrogation que vous pouvez avoir sur le matériel que j'utilise, voilà, je décide de sortir telle ou telle revue. J'ai pas mal d'interviews aussi qui doivent venir, des collaborations avec différentes personnes. Je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est des collaborations qui sont vraiment très très sympas. Donc c'est en fonction de vos retours que je vais pouvoir voilà, un petit peu faire le choix éditorial des différentes vidéos. Et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter. C'est pas pour grandir mon ego de me dire j'ai plus de followers, j'ai plus de réactions. C'est surtout parce que plus vous allez commenter, plus vous allez suivre la chaîne et plus la chaîne va être recommandée par YouTube et donc plus je vais avoir de facilité à créer des vidéos. Pourtant j'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant, mais j'ai la chance d'avoir été contacté par quelques marques qui me proposent de tester le matériel. Et bien entendu, tester un matériel, c'est faire une revue et donc avoir un retour d'expérience pour vous. Donc voilà, c'est vraiment un circuit court. Plus vous allez commenter mes vidéos, plus elles vont être bien référencées par YouTube, plus elles seront bien référencées, plus j'aurai la possibilité de faire des vidéos encore plus intéressantes et de pouvoir diffuser encore plus de vidéos. Donc voilà, c'est vraiment du gagnant-gagnant, donc n'hésitez pas. On se retrouve très très vite parce que j'aimerais bien faire des toutes petites vidéos de 3, 4, 5 minutes sur la présentation du matériel. Je vais peut-être essayer de me faire un petit challenge avec une vidéo par jour pendant 7 jours, histoire de faire un petit topo sur les vêtements de pluie, sur l'organisation durant la variante du scellé. Donc voilà, j'attends vos retours avec impatience et je vous dis à très bientôt.